Partie suivante de Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry. Cache-moi dans un avion pour Marrakech. Chaque soir, à Juby, cet esclave des morts m'adressait sa courte prière. Après quoi, ayant fait son possible pour vivre, il s'asseyait les jambes en croix et préparait monter. Désormais paisible pour un jour, s'étant confié, croyait-il, au seul médecin qui put le guérir, ayant sollicité le seul Dieu qui put le sauver. Ruminant désormais, penché sur la bouilloire, les images simples de sa vie, les terres noires de Marrakech, ses maisons roses, les biens élémentaires dont il était dépossédé. Il ne m'en voulait pas de mon silence, ni de mon retard à donner la vie. Je n'étais pas un homme semblable à lui, mais une force à mettre en marche, mais quelque chose comme un vent favorable et qui se lèverait un jour sur sa destinée. Pourtant, simple pilote, chef d'aéroport pour quelques mois à Cap Juby, disposant pour toute fortune d'une baraque adossée au fort espagnol et, dans cette baraque, d'une cuvette, d'un broc d'eau salée, d'un lit trop court, je me faisais moins d'illusions sur ma puissance. Vieux Barque, on verra ça. Tous les esclaves s'appellent Barque. Il s'appelait donc Barque. Malgré 4 années de captivité, il ne s'était pas résigné encore, il se souvenait d'avoir été roi. Que faisais-tu, Barque, à Marrakech ? À Marrakech, où sa femme et ses 3 enfants vivaient sans doute encore, il avait exercé un métier magnifique. J'étais conducteur de troupeau, et je m'appelais Mohamed. Les caïds de là-bas le convoquaient. J'ai des bœufs à vendre, Mohamed, va les chercher dans la montagne. Ou bien, j'ai 1000 moutons dans la plaine, conduis-les plus haut vers les pâturages. Et Barque, armé d'un sceptre d'olivier, gouvernait leur exode, seul responsable d'un peuple de brebis, ralentissant les plus agiles à cause des agneaux à naître et secouant un peu les plus paresseuses. Il marchait dans la confiance et l'obéissance de tous, seul à connaître vers quelle terre promise il montait, seul à lire sa route dans les astres, lourd d'une science qui n'est point partagée aux brebis. Il décidait seul, dans sa sagesse, l'heure du repos, l'heure des fontaines. Et debout la nuit dans leur sommeil, pris de tendresse pourtant de faiblesse ignorante, et baigné de laine jusqu'aux genoux, Barque, médecin prophète et roi, priait pour son peuple. Un jour, des Arabes l'avaient abordé. « Viens avec nous chercher des bêtes dans le sud. » On l'avait fait marcher longtemps, et quand, après 3 jours, il fut bien engagé dans un chemin creux de montagne, aux confins de la dissidence, on lui mit simplement la main sur l'épaule, on le baptisa Barque et on le vendit. Je connaissais d'autres esclaves, j'allais chaque jour sous les tentes prendre le thé. Allongé là, pieds nus, sur le tapis de haute laine qui est le luxe du nomade et sur lequel il fonde pour quelques heures sa demeure, je goûtais le voyage du jour. Dans le désert, on sent l'écoulement du temps. Sous la brûlure du soleil, on est en marche vers le soir, vers ce vent frais qui baignera les membres et lavera toute sueur. Sous la brûlure du soleil, bête et homme, aussi sûrement que vers la mort, avancent vers ce grand abreuvoir. Ainsi l'oisiveté n'est jamais vaine, et toute journée paraît belle, comme ces routes qui vont à la mer. Je les connaissais, ces esclaves. Ils entrent sous la tente quand le chef a tiré de la caisse au trésor le réchaud, la bouilloire et les verres, de cette caisse lourde d'objets absurdes, de cadenas sans clé, de vases de fleurs sans fleurs, de glace à 3 sous, de vieilles armes qui, échouées ainsi en plein sable, font songer à l'écume d'un naufrage. Alors l'esclave, muet, charge le réchaud de brindilles sèches, souffle sur la braise, remplit la bouilloire, fait jouer pour des efforts de petite fille des muscles qui déracineraient un cèdre. Il est paisible. Il est pris par le jeu, faire le thé, soigner les méharas, manger. Sous la brûlure du jour, marcher vers la nuit, et sous la glace des étoiles nues, souhaiter la brûlure du jour. Heureux les pays du Nord auxquels les saisons composent, l'été, une légende de neige, l'hiver, une légende de soleil. Triste tropique où dans l'étuve rien ne change beaucoup, mais heureux aussi ce Sahara où le jour et la nuit balancent si simplement les hommes d'une espérance à l'autre. Parfois l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captifs, les souvenirs ne remontent plus. À peine se souvient-il de l'heure du rapt, de ses coups, de ses cris, de ces bras d'hommes qui l'ont renversé dans sa nuit présente. Il s'enfonce depuis cette heure-là dans un étrange sommeil, privé comme un aveugle de ces fleuves lents du Sénégal ou de ces villes blanches du sud marocain, privé comme un sourd des voix familières. Il n'est pas malheureux, ce noir, il est infirme, tombé un jour dans le cycle de la vie des nomades, lié à leur migration, attaché pour la vie aux orbes qu'ils décrivent dans le désert. Que conserverait-il de commun désormais, avec un passé, avec un foyer, avec une femme et des enfants qui sont pour lui aussi morts que des morts? Des hommes qui ont vécu longtemps d'un grand amour, puis en furent privés, se lassent parfois de leur noblesse solitaire. Ils se rapprochent humblement de la vie et, d'un amour médiocre, font leur bonheur. Ils ont trouvé d'où d'abdiquer, de se faire servile et d'entrer dans la paix des choses. L'esclave fait son orgueil de la braise du maître. « Tiens, prends, dit parfois le chef au captif. C'est l'heure où le maître est bon pour l'esclave à cause de cette rémission de toutes les fatigues, de toutes les brûlures, à cause de cette entrée côte à côte dans la fraîcheur.
et il lui accorde un verre de thé. Et le captif, alourdi de reconnaissance, baiserait pour ce verre de thé les genoux du maître. L'esclave n'est jamais chargé de chaînes, qu'il en a peu besoin, qu'il est fidèle, qu'il renie sagement en lui le roi noir dépossédé, il n'est plus qu'un captif heureux. Un jour pourtant on le délivrera, quand il sera trop vieux pour valoir, ou sa nourriture, ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours il se proposera en vain de tente en tente, chaque jour plus faible, et vers la fin du 3e jour, toujours sagement il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi à Juby, mourir nu. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté, et les petits morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube couraient voir par jeu si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Cela était dans l'ordre naturel. C'était comme si l'on eût dit « Tu as bien travaillé, tu as droit au sommeil, va dormir ». Lui, toujours allongé, éprouvait la faim qui n'est qu'un vertige, mais non l'injustice qui seule tourmente. Il se mêlait peu à peu à la terre, séché par le soleil et reçu par la terre. 30 années de travail, puis ce droit au sommeil et à la terre. Le premier que je rencontrai, je ne l'entendis pas gémir, mais il n'avait pas contre qui gémir. Je devinais en lui une sorte d'obscur consentement, celui du montagnard perdu, à bout de force, et qui se couche dans la neige, s'enveloppe dans des rêves et dans la neige. Ce ne fut pas sa souffrance qui me tourmenta, je n'y croyais guère. Mais dans la mort d'un homme, un monde inconnu meurt, et je me demandais quelles étaient les images qui sombraient en lui. Quelle plantation du Sénégal, quelle ville blanche du sud marocain s'enfonçait peu à peu dans l'oubli. Je ne pouvais connaître si, dans cette masse noire, s'éteignaient simplement des soucis misérables, le thé à préparer, les bêtes à conduire au puits, si s'endormait une âme d'esclave, ou si, ressuscité par une remontée de souvenirs, l'homme mourait dans sa grandeur. L'os dur du crâne était pour moi pareil à la vieille caisse au trésor. Je ne savais quelles soies de couleurs, quelles images de fêtes, quels vestiges tellement désuets ici, tellement inutiles dans ce désert, y avaient échappé au naufrage. Cette caisse était là, bouclée et lourde. Je ne savais quelle part du monde se défaisait dans l'homme pendant le gigantesque sommeil des derniers jours, se défaisait dans cette conscience et cette chair qui, peu à peu, redevenaient nuit et racine. J'étais conducteur de troupeau et je m'appelais Mohamed. Bark, captif noir, était le premier que je connus qui ait résisté. Ce n'était rien que les morts eussent violé sa liberté, l'eussent fait en un jour, plus nu sur terre qu'un nouveau-né. Il est des tempêtes de Dieu qui ravagent ainsi en 1 heure les moissons d'un homme. Mais plus profondément que dans ses biens, les morts le menaçaient dans son personnage. Et Bark n'abdiquait pas, alors que tant d'autres captifs eussent laissé si bien mourir en eux un pauvre conducteur de bêtes qui besognait toute l'année pour gagner son pain. Bark ne s'installait pas dans la servitude comme on s'installe, las d'attendre, dans un médiocre bonheur. Il ne voulait pas faire ses joies d'esclave des bontés du maître d'esclaves. Il conservait au Mohamed absent cette maison que ce Mohamed avait habitée dans sa poitrine. Cette maison triste d'être vide, mais que nul autre n'habiterait. Bark ressemblait à ce gardien blanchi qui, dans les herbes des allées et l'ennui du silence, meurt de fidélité. Il ne disait pas « Je suis Mohamed Ben Laoussin », mais je m'appelais Mohamed, rêvant au jour où ce personnage oublié ressusciterait, chassant par sa seule résurrection l'apparence de l'esclave. Parfois, dans le silence de la nuit, tous ces souvenirs lui étaient rendus, avec la plénitude d'un chant d'enfance. Au milieu de la nuit, nous racontait notre interprète mort, au milieu de la nuit, il a parlé de Marrakech et il a pleuré. Nul n'échappe dans la solitude à ses retours. L'autre se réveillait en lui sans prévenir, s'étirait dans ses propres membres, cherchait la femme contre son flanc, dans ce désert où nulle femme jamais n'approcha. Bark écoutait chanter l'eau des fontaines, là où nulle fontaine ne coula jamais. Et Bark, les yeux fermés, croyait habiter une maison blanche, assise chaque nuit sous la même étoile, là où les hommes habitent des maisons de bure et poursuivent le vent. Chargé de sa vieille tendresse mystérieusement vivifiée, comme si leur pôle eût été proche, Bark venait à moi. Il voulait me dire qu'il était prêt, que toutes ses tendresses étaient prêtes, et qu'il n'avait plus, pour les distribuer, qu'à rentrer chez lui. Et il suffirait d'un signe de moi. Et Bark souriait, m'indiquait le truc. Je n'y avais sans doute pas songé encore. C'est demain le courrier. Tu me caches dans l'avion pour Agadir. Pauvre vieux Bark, car nous vivions en dissidence. Comment l'eussions-nous aidé à fuir? Les morts, le lendemain, auraient vengé par Dieu ces quels massacres, le vol et l'injure. J'avais bien tenté de l'acheter, aidé par des mécaniciens de l'escale, Lauberg, Marshall, Abgral, mais les morts ne rencontrent pas tous les jours des Européens en quête d'un esclave. Ils en abusent. C'est 20 000 francs. Tu te fous de nous? Regarde-moi ces bras forts qu'il a. Aidez-moi à passer ainsi. Enfin, les prétentions des morts baissèrent, et, aidé par les amis de France auxquels j'avais écrit, je me vis en mesure d'acheter le vieux Bark. Ce furent de beaux pourparlers. Ils durèrent 8 jours. Nous les passions, assis en rond sur le sable, 15 morts et moi. Un ami du propriétaire, et qui était aussi le mien,
Zin-ul Dratari, un brigand, m'aidait en secret. « Vends-le, tu le perdras quand même, lui disait-il sur mes conseils. Il est malade, le mal ne se voit pas d'abord, mais il est dedans. Un jour vient, tout à coup, où l'on gonfle, vends-le vite aux Français. » J'avais promis une commission à un autre bandit, Ragui, s'il m'aidait à conclure l'achat, et Ragui tentait le propriétaire. « Avec l'argent, tu achèteras des chameaux, des fusils et des balles. Tu pourras ainsi partir en roseau et faire la guerre aux Français. Ainsi tu ramèneras d'Atar 3 ou 4 esclaves tout neufs. Liquide ce vieux-là. » Et l'on me vendit Barque. Je l'enfermai à clé pour 6 jours dans notre baraque, car s'il avait erré au dehors, avant le passage de l'avion, les morts l'eussent repris et revendu plus loin. Mais je le libérai de son état d'esclave. Ce fut encore une belle cérémonie. Le marabout vint, l'ancien propriétaire, et Ibrahim, le caïd de Jubi. Ces 3 pirates, qui lui eussent volontiers coupé la tête à 20 mètres du mur du fort, pour le seul plaisir de me jouer un tour, l'embrassèrent chaudement et signèrent un acte officiel. « Maintenant tu es notre fils. » C'était aussi le mien, selon la loi. Et Barque embrassa tous ses pères. Il vécut dans notre baraque une douce captivité jusqu'à l'heure du départ. Il se faisait décrire 20 fois par jour le facile voyage. Il descendrait d'avion à Agadir et on lui remettrait dans cette escale un billet d'autocar pour Marrakech. Barque jouait à l'homme libre, comme un enfant joue à l'explorateur. Cette démarche vers la vie, cet autocar, ces foules, ces villes qu'il allait voir. L'auberge vint me trouver au nom de Marshall et d'Abgral. Il ne fallait pas que Barque crevât de faim en débarquant. Il me donnait 1000 francs pour lui. Barque pourrait ainsi chercher du travail. Et je pensais à ces vieilles dames des bonnes œuvres qui font la charité, donnent 20 francs et exigent la reconnaissance. L'auberge Marshall et Abgral, mécaniciens d'avion, en donnaient 1000, ne faisaient pas la charité, exigeaient encore moins de reconnaissance. Ils n'agissaient pas non plus par pitié, comme ces mêmes vieilles dames qui rêvent au bonheur. Ils contribuaient simplement à rendre à un homme sa dignité d'homme. Ils savaient trop bien, comme moi-même, qu'une fois passée l'ivresse du retour, la première amie fidèle qui viendrait au-devant de Barque serait la misère, et qu'il peinerait avant 3 mois quelque part sur les voies de chemin de fer à déraciner des traverses. Il serait moins heureux qu'au désert chez nous, mais il avait le droit d'être lui-même parmi les siens. « Allons, vieux Barque, va et sois un homme. » L'avion vibrait, prêt à partir. Barque se penchait une dernière fois vers l'immense désolation de Cap Juby. Devant l'avion, 200 morts s'étaient groupés, pour bien voir quel visage prend un esclave aux portes de la vie. Il le récupérerait un peu plus loin en cas de panne. Et nous faisions des signes d'adieu à notre nouveau-né de 50 ans, un peu troublé de le hasarder vers le monde. Adieu, Barque. Non. Comment non? Non, je suis Mohamed Ben Laoussen. Nous eûmes pour la dernière fois des nouvelles de lui par l'arabe Abdallah, qui, sur notre demande, assista Barque à Agadir. L'autocar partait le soir seulement. Barque disposait ainsi d'une journée. Il erra d'abord si longtemps et sans dire un mot dans la petite ville qu'Abdallah le devina inquiet et ému. Qu'y a-t-il? Rien. Barque, trop au large dans ses vacances soudaines, ne sentait pas encore sa résurrection. Il éprouvait bien un bonheur sourd, mais il n'y avait guère de différence, hormis ce bonheur, entre le Barque d'hier et le Barque d'aujourd'hui. Il partageait pourtant désormais à égalité ce soleil avec les autres hommes et le droit de s'asseoir ici, sous cette tonnelle de café arabe. Il s'y assit, il commanda du thé pour Abdallah et lui. C'était son premier geste de seigneur, son pouvoir eût dû le transfigurer, mais le serveur lui versa le thé sans surprise, comme si le geste était ordinaire. Il ne sentait pas, en versant ce thé, qu'il glorifiait un homme libre. « Allons ailleurs, dit Barque. » Ils montèrent vers la Casbah qui domine Agadir. Les petites danseuses berbères vinrent à eux. Elles montraient tant de douceur apprivoisée que Barque crut qu'il allait revivre. C'était elle qui, sans le savoir, l'accueillerait dans la vie. L'ayant pris par la main, elles lui offrirent donc le thé, gentiment, mais comme elles l'eussent offert à tout autre. Barque voulut raconter sa résurrection. Elles rirent doucement. Elles étaient contentes pour lui, puisqu'il était content. Il ajouta pour les émerveiller « Je suis Mohamed Ben Laoussen. » Mais cela ne les surprit guère. Tous les hommes ont un nom, et beaucoup reviennent de tellement loin. Il entraîna encore Abdallah vers la ville. Il ira devant les échoppes juives, regarda la mer, songea qu'il pouvait marcher à son gré dans n'importe quelle direction, qu'il était libre. Mais cette liberté lui parut amère. Elle lui découvrait surtout à quel point il manquait de lien avec le monde. Alors, comme un enfant passait, Barque lui caressa doucement la joue. L'enfant sourit. Ce n'était pas un fils de maître que l'on flatte, c'était un enfant faible à qui Barque accordait une caresse et qui souriait. Et cet enfant réveilla Barque, et Barque se devina un peu plus important sur terre, à cause d'un enfant faible qui lui avait dû de sourire. Il commençait d'entrevoir quelque chose et marchait maintenant à grands pas. « Que cherches-tu » demandait Abdallah. « Rien » répondit Barque. Mais quand il buta au détour d'une rue, sur un groupe d'enfants qui jouaient, il s'arrêta. C'était ici. Il les regarda en silence. Puis, s'étant écarté vers les échoppes juives, il revint les bras chargés de présents. Abdallah s'irritait. « Imbécile, garde ton argent.
Mais Bark n'écoutait plus. Gravement, il fit signe à chacun, et les petites mains se tendirent vers les jouets, les bracelets et les babouches cousues d'or, et chaque enfant, quand il tenait bien son trésor, fuyait sauvage. Les autres enfants d'Agadir, apprenant la nouvelle, accoururent vers lui. Bark les chaussa de babouches d'or, et dans les environs d'Agadir, d'autres enfants, touchés à leur tour par cette rumeur, se levèrent et montèrent avec des cris vers le dieu noir, et cramponnés à ses vieux vêtements d'esclaves, réclamèrent leur dû. Bark se ruinait. Abdallah le crut fou de joie, mais je crois qu'il ne s'agissait pas pour Bark de faire partager un trop-plein de joie. Il possédait, puisqu'il était libre, les biens essentiels, le droit de se faire aimer, de marcher vers le nord ou le sud, et de gagner son pain par son travail. À quoi bon cet argent ? Alors qu'il éprouvait comme on éprouve une faim profonde, le besoin d'être un homme parmi les hommes, lié aux hommes. Les danseuses d'Agadir s'étaient montrées tendres pour le vieux Bark, mais il avait pris congé d'elles sans effort, comme il était venu. Elles n'avaient pas besoin de lui. Ce serveur de l'échoppe arabe, ces passants dans la rue, tous respectaient en lui l'homme libre, partageaient avec lui leur soleil à égalité, mais aucun n'avait montré non plus qu'il eût besoin de lui. Il était libre mais infiniment jusqu'à ne plus se sentir peser sur terre. Il lui manquait ce poids des relations humaines qui entravent la marche, ses larmes, ses adieux, ses reproches, ses joies, tout ce qu'un homme caresse ou déchire chaque fois qu'il ébauche un geste, ces 1000 liens qui l'attachent aux autres et le rendent lourd. Mais sur Bark pesaient déjà 1000 espérances. Et le règne de Bark commençait dans cette gloire du soleil couchant sur Agadir, dans cette fraîcheur qui, si longtemps, avait été pour lui la seule douceur à attendre, la seule étable. Et comme approchait l'heure du départ, Bark s'avançait, baigné de cette marée d'enfants, comme autrefois de ses brebis, creusant son premier sillage dans le monde. Il rentrerait demain dans la misère des siens, responsable de plus de vie que ses vieux bras n'en sauraient peut-être nourrir, mais déjà il pesait ici de son vrai poids. Comme un archange trop léger pour vivre de la vie des hommes, mais qui eût triché, qui eût cousu de plomb dans sa ceinture, Bark faisait des pas difficiles, tirés vers le sol par 1000 enfants qui avaient tellement besoin de babouches d'or. Tel est le désert, un Coran qui n'est qu'une règle de jeu, en change le sable en empire. Au fond d'un Sahara qui serait vide se joue une pièce secrète, qui remue les passions des hommes. La vraie vie du désert n'est pas faite d'exodes, de tribus à la recherche d'une herbe à paître, mais du jeu qui s'y joue encore. Quelle différence de matière entre le sable soumis et l'autre. Et n'en est-il pas ainsi pour tous les hommes ? En face de ce désert transfiguré, je me souviens des jeux de mon enfance, du parc sombre et doré que nous avions peuplé de dieux, du royaume sans limite que nous tirions de ce kilomètre carré jamais entièrement connu, jamais entièrement fouillé. Nous formions une civilisation close, où les pas avaient un goût, où les choses avaient un sens qui n'était permis dans aucun autre. Que reste-t-il lorsque, devenu homme, on vit sous d'autres lois, du parc plein d'ombre de l'enfance, magique, glacé, brûlant, dont maintenant, lorsque l'on y revient, on songe avec une sorte de désespoir, de l'extérieur, le petit mur de pierre grise, s'étonnant de trouver fermé dans une enceinte aussi étroite, une province dont on avait fait son infini, et comprenant que dans cet infini, on ne rentrera jamais plus, car c'est dans le jeu et non dans le parc qu'il faudrait entrer. Mais il n'est plus de dissidence. Cap Juby, Cisneros, Puerto Cansado, La Saguet El Mara, Dora, Smara, il n'est plus de mystère. Les horizons vers lesquels nous avons couru se sont éteints l'un après l'autre, comme ces insectes qui perdent leur couleur une fois pris au piège des mains tièdes. Mais celui qui les poursuivait n'était pas le jouet d'une illusion. Nous ne nous trompions pas quand nous courions ces découvertes, le sultan des 1001 nuits non plus, qui poursuivait une matière si subtile que ces belles captives, une à une, s'éteignaient à l'aube dans ses bras, ayant perdu, à peine touché, l'or de leurs ailes. Nous nous sommes nourris de la magie des sables, d'autres peut-être y creuseront leur puits de pétrole et s'enrichiront de leurs marchandises. Mais ils seront venus trop tard, car les palmeraies interdites ou la poudre vierge des coquillages nous ont livré leur part la plus précieuse. Elle n'offrait qu'une heure de ferveur, et c'est nous qui l'avons vécue. Le désert, il m'a été donné de l'aborder un jour par le cœur. Au cours d'un raid vers l'Indochine, en 1935, je me suis retrouvé en Égypte, sur les confins de la Libye, pris dans les sables comme dans une glu, et j'ai cru en mourir. Voici l'histoire. Chapitre 7. Au centre du désert. En abordant la Méditerranée, j'ai rencontré des nuages bas. Je suis descendu à 20 mètres. Les averses s'écrasent contre le pare-brise et la mer semble fumer. Je fais de grands efforts pour apercevoir quelque chose et ne point tamponner un mât de navire. Mon mécanicien, André Prévost, m'allume des cigarettes. Café. Il disparaît à l'arrière de l'avion et revient avec le thermos. Je bois. Je donne de temps en temps des chiquenaudes à la manette des gaz pour bien maintenir 2100 tours. Je balaie d'un coup d'œil mes cadrans. Mes sujets sont obéissants. Chaque aiguille est bien à sa place. Je jette un coup d'œil sur la mer qui, sous la pluie, dégage des vapeurs, comme une grande bassine chaude. Si j'étais en hydravion, je regretterais qu'elle soit si creuse,
Mais je suis en avion. Creuse ou non, je ne puis m'y poser. Et cela me procure, j'ignore pourquoi, un absurde sentiment de sécurité. La mer fait partie d'un monde qui n'est pas le mien. La panne ici ne me concerne pas, ne me menace même pas. Je ne suis point gré pour la mer. Après 1h30 de vol, la pluie s'apaise. Les nuages sont toujours très bas, mais la lumière les traverse déjà comme un grand sourire. J'admire cette lente préparation du beau temps. Je devine, sur ma tête, une faible épaisseur de coton blanc. J'oblique pour éviter un grain. Il n'est plus nécessaire d'en traverser le cœur. Et voici la première déchirure. J'ai pressenti celle-ci sans la voir, car j'aperçois en face de moi, sur la mer, une longue traînée couleur de prairie, une sorte d'oasis d'un vert lumineux et profond, pareil à celui de ces champs d'orge qui me pinçaient le cœur, dans le sud marocain quand je remontais du Sénégal après 3000 kilomètres de sable. Ici aussi j'ai le sentiment d'aborder une province habitable, et je goûte une gaieté légère. Je me retourne vers Prévost. C'est fini, ça va bien. Oui, ça va bien. Tunis. Pendant le plein d'essence, je signe des papiers. Mais à l'instant où je quitte le bureau, j'entends comme un plouf de plongeon. Un de ces bruits sourds, sans écho. Je me rappelle à l'instant même avoir entendu un bruit semblable. Une explosion dans un garage. 2 hommes étaient morts de cette tour rauque. Je me retourne vers la route qui longe la piste. Un peu de poussière fume. 2 voitures rapides se sont tamponnées, prises tout à coup dans l'immobilité comme dans les glaces. Des hommes courent vers elles, d'autres courent à nous. Téléphonez, un médecin, la tête. J'éprouve un serrement au cœur. La fatalité, dans la calme lumière du soir, vient de réussir un coup de main. Une beauté ravagée, une intelligence ou une vie. Les pirates ainsi ont cheminé dans le désert et personne n'a entendu leurs pas élastiques sur le sable. Ça a été dans le campement la courte rumeur de la razzia. Puis tout est retombé dans le silence doré. La même paix, le même silence. Quelqu'un près de moi parle d'une fracture du crâne. Je ne veux rien savoir de ce front inerte et sanglant. Je tourne le dos à la route et rejoins mon avion. Mais je conserve au cœur une impression de menace, et ce bruit-là je le reconnaîtrai tout à l'heure. Quand je raclerai mon plateau noir à 270 km/h, je reconnaîtrai la même tour rauque, le même « an » du destin qui nous attendait au rendez-vous. En route pour Benghazi. En route, 2 heures de jour encore. J'ai déjà renoncé à mes lunettes noires quand j'aborde la Tripolitaine. Et le sable se dore. Dieu que cette planète est donc déserte. Une fois de plus, les fleuves, les ombrages et les habitations des hommes m'y paraissent dus à des conjonctions d'heureux hasards. Quelle part de roc et de sable. Mais tout cela m'est étranger, je vis dans le domaine du vol. Je sens venir la nuit où l'on s'enferme comme dans un temple, où l'on s'enferme au secret de rites essentiels, dans une méditation sans secours. Tout ce monde profane s'efface déjà et va disparaître. Tout ce paysage est encore nourri de lumière blonde, mais quelque chose déjà s'en évapore. Et je ne connais rien, je dis rien, qui vaille cette heure-là. Et ceux-là me comprennent bien, qui ont subi l'inexplicable amour du vol. Je renonce donc peu à peu au soleil, je renonce aux grandes surfaces dorées qui m'eussent accueilli en cas de panne. Je renonce aux repères qui m'eussent guidé. Je renonce au profil des montagnes sur le ciel qui m'eussent évité les écueils. J'entre dans la nuit, je navigue, je n'ai plus pour moi que les étoiles. Cette mort du monde se fait lentement, et c'est peu à peu que me manque la lumière. La terre et le ciel se confondent peu à peu. Cette terre monte et semble se répandre comme une vapeur. Les premiers astres tremblent comme dans une eau verte. Il faudra attendre longtemps encore pour qu'ils se changent en diamants durs. Il me faudra attendre longtemps encore pour assister au jeu silencieux des étoiles filantes. Au cœur de certaines nuits, j'ai vu tant de flamèches courir qu'il me semblait que soufflait un grand vent parmi les étoiles. Prévost fait les essais des lampes fixes et des lampes de secours. Nous entourons les ampoules de papier rouge. Encore une épaisseur. Il ajoute une couche nouvelle, touche un contact. La lumière est encore trop claire. Elle voilerait, comme chez le photographe, la pâle image du monde extérieur. Elle détruirait cette pulpe légère qui, la nuit parfois, s'attache encore aux choses. Cette nuit s'est faite, mais ce n'est pas encore la vraie nuit. Un croissant de lune subsiste. Prévost s'enfonce vers l'arrière et revient avec un sandwich. Je grignote une grappe de raisin. Je n'ai pas faim. Je n'ai ni faim ni soif. Je ne ressens aucune fatigue. Il me semble que je piloterai ainsi pendant 10 années. La lune est morte. Benghazi s'annonce dans la nuit noire. Benghazi repose au fond d'une obscurité si profonde qu'elle ne s'orne d'aucun halo. J'ai aperçu la ville quand je l'atteignais. Je cherchais le terrain, mais voici que son balisage rouge s'allume. Les feux découpent un rectangle noir. Je vire. La lumière d'un phare braqué vers le ciel monte droit comme un jet d'incendie, pivote et trace sur le terrain une route d'or.
Je vire encore pour bien observer les obstacles. L'équipement nocturne de cette escale est admirable. Je réduis et commence ma plongée, comme dans l'eau noire. Il est 23 heures locales quand j'atterris. Je roule vers le phare. Officiers, soldats les plus courtois du monde passent de l'ombre à la lumière dure du projecteur, tour à tour visible et invisible. On me prend mes papiers, on commence le plein d'essence. Mon passage sera réglé en 20 minutes. Faites un virage et passez au-dessus de nous, sinon nous ignorerions si le décollage s'est bien terminé. En route. Je roule sur cette route d'or, vers une trouée sans obstacle. Mon avion, type Simoon, décolle sa surcharge bien avant d'avoir épuisé l'air disponible. Le projecteur me suit et je suis gêné pour virer. Enfin il me lâche, on a deviné qu'il m'éblouissait. Je fais demi-tour à la verticale, lorsque le projecteur me frappe de nouveau au visage, mais à peine m'a-t-il touché, il me suit et dirige ailleurs sa longue flûte d'or. Je sens sous ses ménagements une extrême courtoisie, et maintenant je vire encore vers le désert. Les météos de Paris, Tunis et Benghazi m'ont annoncé un vent arrière de 30 à 40 km/h. Je compte sur 300 km de croisière. Je mets le cap sur le milieu du segment de droite qui joint Alexandrie au Caire. J'éviterai ainsi les zones interdites de la côte et, malgré les dérives inconnues que je subirai, je serai accroché, soit à ma droite, soit à ma gauche, par les feux de l'une ou l'autre de ces villes ou, plus généralement, par ceux de la vallée du Nil. Je naviguerai 3h20 si le vent n'a point varié, 3h45 s'il affaiblit, et je commence à absorber 1050 km de désert. Plus de lune, un bitume noir qui s'est dilaté jusqu'aux étoiles. Je n'apercevrai pas un feu. Je ne bénéficierai d'aucun repère. Faute de radio, je ne recevrai pas un signe de l'homme avant le Nil. Je ne tente même pas d'observer autre chose que mon compas et mon Sperry. Je ne m'intéresse plus à rien, sinon à la lente période de respiration sur l'écran sombre de l'instrument, d'une étroite ligne de radium. Quand Prévost se déplace, je corrige doucement les variations du centrage. Je m'élève à 2000, là où les vents, m'a-t-on signalé, sont favorables. À longs intervalles, j'allume une lampe pour observer les cadrans moteurs qui ne sont pas tous lumineux, mais la majeure partie du temps je m'enferme bien dans le noir, parmi mes minuscules constellations qui répandent la même lumière minérale que les étoiles, la même lumière inusable et secrète et qui parlent le même langage. Moi aussi, comme les astronomes, je lis un livre de mécanique céleste. Moi aussi je me sens studieux et pur. Tout s'est éteint dans le monde extérieur. Il y a Prévost qui s'endort, après avoir bien résisté, et je goûte mieux ma solitude. Il y a le doux grondement du moteur, et en face de moi, sur la planche de bord, toutes ces étoiles calmes. Je médite cependant. Nous ne bénéficions point de la lune et nous sommes privés de radio. Aucun lien, si ténu soit-il, ne nous liera plus au monde jusqu'à ce que nous donnions du front contre le filet de lumière du Nil. Nous sommes hors de tout, et notre moteur seul nous suspend et nous fait durer dans ce bitume. Nous traversons la grande vallée noire des contes de fées, celle de l'épreuve. Ici, point de secours. Ici, point de pardon pour les erreurs. Nous sommes livrés à la discrétion de Dieu. Un ray de lumière filtre d'un joint du standard électrique. Je réveille Prévost pour qu'il l'éteigne. Prévost remue dans l'ombre comme un ours, s'ébroue, s'avance. Il s'absorbe dans je ne sais quelle combinaison de mouchoirs et de papier noir. Mon ray de lumière a disparu. Il formait cassure dans ce monde. Il n'était point de la même qualité que la pâle et lointaine lumière du radium. C'était une lumière de boîte de nuit et non une lumière d'étoile. Mais surtout il m'éblouissait, effaçait les autres lueurs. 3 heures de vol, une clarté qui me paraît vive jaillit sur ma droite. Je regarde. Un long sillage lumineux s'accroche à la rampe du bout de l'aile, qui jusque-là m'était demeurée invisible. C'est une lueur intermittente, tantôt appuyée, tantôt effacée. Voici que je rentre dans un nuage. C'est lui qui réfléchit ma lampe. À proximité de mes repères, j'eusse préféré un ciel pur. L'air s'éclaire sous le halo. La lumière s'installe, se fixe et rayonne, et forme là-bas un bouquet rose. Des remous profonds me basculent. Je navigue quelque part dans le vent d'un cumulus dont je ne connais pas l'épaisseur. Je m'élève jusqu'à 2005 et n'émerge pas. Je redescends à 1000 mètres. Le bouquet de fleurs est toujours présent, immobile et de plus en plus éclatant. Bon, ça va, tant pis. Je pense à autre chose. On verra bien quand on sortira. Mais je n'aime pas cette lumière de mauvaise auberge. Je calcule. Ici, je danse un peu, c'est normal, mais j'ai subi des remous tout le long de ma route, malgré le ciel pur et l'altitude. Le vent n'est point calmé, et je dois dépasser la vitesse de 300 km/h. Après tout, je ne sais rien de bien précis. J'essaierai de me repérer quand je sortirai du nuage. Et l'on sort. Le bouquet s'est brusquement évanoui. C'est sa disparition qui m'annonce l'événement.
Je regarde vers l'avant et j'aperçois, autant que l'on peut rien apercevoir, une étroite vallée de ciel et le mur du prochain cumulus, le bouquet déjà assez ranimé. Je ne sortirai plus de cette glu, sauf pour quelques secondes. Après 3h30 de vol, elle commence à m'inquiéter, car je me rapproche du Nil si j'avance comme je l'imagine. Je pourrais peut-être l'apercevoir avec un peu de chance à travers les couloirs, mais ils ne sont guère nombreux. Je n'ose pas descendre encore. Si par hasard je suis moins rapide que je ne le crois, je survole encore des terres élevées. Je n'éprouve toujours aucune inquiétude, je crains simplement de risquer une perte de temps. Mais je fixe une limite à ma sérénité, 4h15 de vol. Après cette durée, même par vent nul, et le vent nul est improbable, j'aurai dépassé la vallée du Nil. Quand je parviens aux franges de nuages, le bouquet lance des feux à éclipse de plus en plus précipités, puis s'éteint d'un coup. Je n'aime pas ces communications chiffrées avec les démons de la nuit. Une étoile verte émerge devant moi, rayonnante comme un phare. Est-ce une étoile ou est-ce un phare ? Je n'aime pas non plus cette clarté surnaturelle, cet astre de roi mage, cette invitation dangereuse. Prévost s'est réveillé et éclaire les cadrans moteurs. Je les repousse, lui et sa lampe. Je viens d'aborder cette faille entre deux nuages, et j'en profite pour regarder sous moi. Prévost se rendort. Il n'y a d'ailleurs rien à regarder. 4h05 de vol. Prévost est venu s'asseoir auprès de moi. On devrait arriver au Caire ? Je pense bien. Est-ce une étoile, ça, ou un phare ? J'ai réduit un peu mon moteur, c'est sans doute ce qui a réveillé Prévost. Il est sensible à toutes les variations des bruits du vol. Je commence une descente lente pour me glisser sous la masse des nuages. Je viens de consulter ma carte. De toute façon, j'ai abordé les côtes haut. Je ne risque rien. Je descends toujours et vire plein nord. Ainsi, je recevrai dans mes fenêtres les feux des villes. Je les ai sans doute dépassés. Elles m'apparaîtront donc à gauche. Je vole maintenant sous les cumulus, mais je longe un autre nuage qui descend plus bas sur ma gauche. Je vire pour ne pas me laisser prendre dans son filet. Je fais du nord-nord-ouest. Ce nuage descend indubitablement plus bas et me masque tout l'horizon. Je n'ose plus perdre d'altitude. J'ai atteint la cote 400 de mon altimètre, mais j'ignore ici la pression. Prévost se penche, je lui crie. Je vais filer jusqu'à la mer. J'achèverai de descendre en mer pour ne pas emboutir. Rien ne prouve d'ailleurs que je n'ai point déjà dérivé en mer. L'obscurité sous ce nuage est très exactement impénétrable. Je me serre contre ma fenêtre. J'essaie de lire sous moi. J'essaie de découvrir des feux, des signes. Je suis un homme qui fouille des cendres. Je suis un homme qui s'efforce de retrouver les braises de la vie au fond d'un âtre. Un phare marin. Nous l'avons vu en même temps, ce piège à éclipse. Quelle folie. Où était-il, ce phare fantôme, cette invention de la nuit ? Car c'est à la seconde même où Prévost et moi nous nous penchions pour le retrouver, à 300 mètres sous nos ailes, que brusquement... Ah ! Je crois bien n'avoir rien dit d'autre. Je crois bien n'avoir ressenti d'autre qu'un formidable craquement qui ébranla notre monde sur ses bases. À 270 km/h, nous avons embouti le sol. Je crois bien ne rien avoir attendu d'autre, pour le centième de seconde qui suivait, que la grande étoile pourpre de l'explosion, nous allions tous les deux nous confondre. Ni Prévost ni moi n'avons ressenti la moindre émotion. Je n'observais en moi qu'une attente démesurée, l'attente de cette étoile resplendissante où nous devions, dans la seconde même, nous évanouir. Mais il n'y eut point d'étoile pourpre. Il y eut une sorte de tremblement de terre qui ravagea notre cabine, arrachant les fenêtres, expédiant les tôles à 100 mètres, remplissant jusqu'à nos entrailles de son grondement. L'avion vibrait comme un couteau planté de loin dans le bois dur, et nous étions brassés par cette colère. 1 seconde, 2 secondes, l'avion tremblait toujours, et j'attendais avec une impatience monstrueuse que ses provisions d'énergie le fissent éclater comme une grenade. Mais les secousses souterraines se prolongeaient sans aboutir à l'éruption définitive, et je ne comprenais rien à cet invisible travail. Je ne comprenais ni ce tremblement, ni cette colère, ni ce délai interminable. 5 secondes, 6 secondes, et, brusquement, nous éprouvâmes une sensation de rotation, un choc qui projeta encore par la fenêtre nos cigarettes, pulvérisant l'aile droite, puis rien. Rien qu'une immobilité glacée. Je criai à Prévost. « Sautez vite !» Il criait en même temps. « Le feu !» Et déjà nous avions basculé par la fenêtre arrachée. Nous étions debout à 20 mètres. Je disais à Prévost. « Point de mal ?» Il me répondait. « Point de mal. » Mais il se frottait le genou. Je lui disais. « Tâtez-vous, remuez, jurez-moi que vous n'avez rien de cassé. » Et il me répondait. « Ce n'est rien, c'est la pompe de secours. » Moi je pensais qu'il allait s'écrouler brusquement, ouvert de la tête au nombril, mais il me répétait les yeux fixes. « C'est la pompe de secours. » Moi je pensais, le voilà fou, il va danser. Mais, détournant enfin son regard de l'avion qui, désormais, était sauvé du feu, il me regarda et reprit. « Ce n'est rien, c'est la pompe de secours qui m'a accroché au genou. »
Il est inexplicable que nous soyons vivants. Je remonte, ma lampe électrique à la main, les traces de l'avion sur le sol. À 250 mètres de son point d'arrêt, nous retrouvons déjà des ferrailles tordues et des tôles dont, tout le long de son parcours, il a éclaboussé le sable. Nous saurons, quand viendra le jour, que nous avons tamponné presque tangentiellement une pente douce au sommet d'un plateau désert. Au point d'impact, un trou dans le sable ressemble à celui d'un soc de charrue. L'avion, sans culbuter, a fait son chemin sur le ventre avec une colère et des mouvements de queue de reptile. À 270 km/h, il a rampé. Nous devons sans doute notre vie à ces pierres noires et rondes qui roulent librement sur le sable et qui ont formé plateau à billes. Prévost débranche les accumulateurs pour éviter un incendie tardif par court-circuit. Je me suis adossé au moteur et je réfléchis. J'ai pu subir en altitude pendant 4h15 un vent de 50 km/h. J'étais en effet secoué. Mais s'il a varié depuis les prévisions, j'ignore tout de la direction qu'il a prise. Je me situe donc dans un carré de 400 km de côté. Prévost vint s'asseoir à côté de moi et il me dit « C'est extraordinaire d'être vivant ». Je ne lui réponds rien et je n'éprouve aucune joie. Il m'est venu une petite idée qui fait son chemin dans ma tête et me tourmente déjà légèrement. Je prie Prévost d'allumer sa lampe pour former repère et je m'en vais droit devant moi, ma lampe électrique à la main. Avec attention, je regarde le sol. J'avance lentement, je fais un large demi-cercle, je change plusieurs fois d'orientation. Je fouille toujours le sol comme si je cherchais une bague égarée. Tout à l'heure, ainsi, je cherchais la braise. J'avance toujours dans l'obscurité, penché sur le disque blanc que je promène. C'est bien ça, c'est bien ça. Je remonte lentement vers l'avion. Je m'assois près de la cabine et je médite. Je cherchais une raison d'espérer et ne l'ai point trouvée. Je cherchais un signe offert par la vie et la vie ne m'a point fait de signe. Prévost, je n'ai pas vu un seul brin d'herbe. Prévost se tait, je ne sais pas s'il a compris. Nous en reparlerons au lever du rideau quand viendra le jour. J'éprouve seulement une grande lassitude, je pense, à 400 km près, dans le désert. Soudain, je saute sur mes pieds. L'eau, réservoir d'essence, réservoir d'huile, sont crevés. Nos réserves d'eau le sont aussi. Le sable a tout bu. Nous retrouvons un demi-litre de café au fond d'un thermos pulvérisé, un quart de litre de vin blanc au fond d'un autre. Nous filtrons ces liquides et nous les mélangeons. Nous retrouvons aussi un peu de raisin et une orange, mais je calcule. En 5 heures de marche sous le soleil dans les déserts, on épuise ça. Nous nous installons dans la cabine pour attendre le jour. Je m'allonge, je vais dormir. Je fais en m'endormant le bilan de notre aventure. Nous ignorons tout de notre position. Nous n'avons pas un litre de liquide. Si nous sommes situés à peu près sur la ligne droite, on nous retrouvera en 8 jours. Nous ne pouvons guère espérer mieux, et il sera trop tard. Si nous avons dérivé en travers, on nous trouvera en 6 mois. Il ne faut pas compter sur les avions, et nous rechercherons sur 3000 km. Ah, c'est dommage, me dit Prévost. Pourquoi ? On pouvait si bien en finir d'un coup. Mais il ne faut pas abdiquer si vite. Prévost et moi, nous nous ressaisissons. Il ne faut pas perdre la chance, aussi faible qu'elle soit, d'un sauvetage miraculeux par voie des airs. Il ne faut pas non plus rester sur place et manquer peut-être l'oasis proche. Nous marcherons aujourd'hui tout le jour, et nous reviendrons à notre appareil, et nous inscrirons avant de partir notre programme en grande majuscule sur le sable. Je me suis donc roulé en boule et je vais dormir jusqu'à l'aube, et je suis très heureux de m'endormir. Ma fatigue m'enveloppe d'une multiple présence. Je ne suis pas seul dans le désert, mon demi-sommeil est peuplé de voix, de souvenirs et de confidences chuchotées. Je n'ai pas soif encore, je me sens bien. Je me livre au sommeil comme à l'aventure. La réalité perd du terrain devant le rêve. Ah, ce fut bien différent quand vint le jour.